Bonjour tout le monde de la TCBH. J'ai aujourd'hui avec moi en entrevue Anne Lalancette. Anne Lalancette est une artiste chevronnée du théâtre de marionnettes contemporain, metteuse en scène, interprète, cofondatrice du collectif La Rue est vers l'or. Elle pratique ce métier depuis plus de 20 ans. Elle est de passage au Théâtre du Bic pour présenter Raconteur Article, un spectacle à la fois drôle, touchant et profondément humain. Hey, Casserole, qu'est-ce que tu fais là? Pousse-toi, c'est mon entrevue, c'est mon entrevue. Casserole, il se mêle jamais de ses affaires. Bonjour, Madame Lalancette, comment ça va aujourd'hui? Bonjour, ça va bien, toi? Très bien, merci. J'aimerais m'excuser pour le casserole. Alors, la pièce Raconteur Arctique. Oui. J'ai besoin de deux choses. Le résumé bref, un synopsis pour de quoi on parle, et aussi le message, les émotions que vous tentez de soulever à travers cette pièce. Oui, donc, Raconteur Arctique, c'est l'histoire d'une bande de chasseurs-trappeurs un peu bourrus qui se sont éparpillés sur la côte nord-est du Groenland dans les années 50-60. Faut dire que c'est une adaptation d'une série de livres d'un auteur danois qui a réellement passé 16 ans avec eux sur la côte du Groenland dans ces années-là. Donc, c'est des gars qui ont réellement vécu et qui ont raconté leur histoire à Jon Ril, l'auteur qui a mis ça par écrit sous une forme un petit peu plus humoristique et un petit peu enveloppée. Et ensuite, ça a été repris aussi en bande dessinée. Donc, nous, on fait l'adaptation finalement et des bandes dessinées et de la série de livres originaux. Donc, voilà. Je pense c'est ça, qu'est-ce qu'on traite dans le fond comme sujet ou qu'est-ce qu'on essaie de passer comme message avec cette pièce-là? Bien, je pense que ce qui ressort beaucoup des écrits de Ril et qu'on a essayé aussi de mettre en scène dans la pièce, c'est le côté vraiment humain qui ressort de ces hommes-là. Il faut dire que c'est une gang d'hommes qui ont été peut-être reclus de la société dans laquelle ils habitaient. Donc, ils ont décidé de se retirer comme ça dans une partie complètement inhabitée de la planète pour se retrouver eux-mêmes, puis former une espèce de nouvelle société qui est un petit peu plus libre, qui régit pas des codes précis de la société qui les accueille. Donc, c'est vraiment, il y a beaucoup, beaucoup d'acceptation sur la côte, beaucoup, il n'y a pas de jugement, tout le monde est bienvenu, peu importe. Tu peux être le plus bizarre au monde, on va t'accepter, on va te prendre avec nous autres, puis on va bien te traiter. Puis c'est sûr qu'il y a une rivalité. Bon, c'est toute une gang d'hommes. Hein. Il n'y avait pas de femmes admises au nord du 73e parallèle à l'époque parce qu'on disait que c'était trop dangereux physiquement. Wow. Bon, c'est questionnable aujourd'hui, mais ça reste que c'était vraiment inhabité. Même les Autochtones vivaient plus bas parce que c'était vraiment très, très froid là, aussi haut, aussi au nord du Groenland. Donc voilà, donc c'était une gang d'hommes, on peut penser qu'ils étaient un petit peu macho sur les bars et tout, et c'est vrai dans un sens, mais on découvre beaucoup leur côté humain, leur vulnérabilité dans la pièce, puis c'est ça qui est vraiment touchant. Et la relation d'amitié qui se développe entre eux devient tellement importante. Il y a tellement une belle camaraderie qui transparaît dans la pièce. Je pense que c'est ça qu'on garde le plus avec nous en sortant de la pièce. On fait comme, ouais, c'est vrai que malgré les intempéries, malgré toutes les difficultés qu'ils vivent, c'est beau de voir à quel point ils sont soudés finalement dans l'adversité. Puis, ben, le côté tout humoristique de la chose aussi. Là, on n'est vraiment pas dans du gros drame. Là, on joue beaucoup avec toutes sortes de codes pour rendre la pièce très dynamique, très rythmée, très comique aussi pour le public. C'est un très beau message. C'est ça, d'être soudé, surtout face au froid, à l'isolement. Et beaucoup diront les marionnettes, c'est pour les enfants, ça m'intéresse pas. Je veux mon film d'action, mon Rapide et dangereux numéro 75. Mais ce message-là, il est universel, je pense. Et vous, la pièce est affichée comme dès 10 ans jusqu'à pas de limite. Donc, c'est vraiment accessible pour tout le monde. Les adultes vont pas s'emmerder, puis les petits non plus, ils vont comprendre l'histoire. Exactement, oui. C'était vraiment. Ben, au départ, c'est un spectacle qu'on a créé pour les adultes. Donc, c'était vraiment à cause des thèmes abordés, je pense, puis à cause de.
de la rudesse de leur vie là-bas et tout. On avait imaginé d'abord présenter ça aux adultes, mais on s'est vite rendu compte que, justement, avec toutes les petites touches d'humour, avec le rythme qui est là dans la pièce aussi, on a la musique, le bruitage qui est fait en direct. Donc ça, c'est assez impressionnant aussi. Donc, ça vient chercher, je pense, toutes les tranches d'âge grâce à ça. C'est pas pour les tout petits, là, ça, c'est sûr, on s'entend là-dessus, mais vraiment, on a déjà joué souvent la pièce devant un public exclusivement adulte, puis que ça fonctionne très bien, là, on va vraiment chercher la fibre humoristique un petit peu sarcastique, un petit peu l'humour un petit peu plus fin des adultes, puis on va chercher toute la dynamique, le côté bien rythmé et tout, les histoires assez comiques pour que les jeunes embarquent aussi. Donc, et là, vous dites, au début, vous avez pensé directement, vraiment exclusivement aux adultes parce que dans les livres, il y a des thèmes sexualité ou violence, ou est-ce qu'il y a eu une grosse différence, un gros travail d'adaptation, entre les livres, les bandes dessinées et votre spectacle? Vous l'avez rendu plus, ou c'est vraiment tel que tel? Dans les livres, c'est pas tant que c'est pas des scènes de sexualité comme telles, mais les thèmes qui sont abordés, c'est des thèmes qui vont toucher principalement les adultes. La vie là-bas était rude, les fusils étaient chose courante parce qu'on devait se débrouiller pour manger, pour survivre. Il y avait beaucoup de beuveries aussi, veux pas, il y avait pas grand-chose à faire là-bas. Donc, qu'est-ce que les gens faisaient? Ils prenaient un coup pour se changer les idées, pour essayer de combattre le vertigo, parce que durant toute la période d'hiver, le soleil, il ne le voit pas du tout. Hein. C'est tellement au nord que le soleil ne se lève pas pendant plusieurs mois. C'est quand même quelque chose. Incroyable. Donc, c'est ça. Donc, à cause de l'alcool et tout. Mais je dirais qu'on n'a pas tant... on n'a pas tant adapté dans le sens où on a gardé quand même cette saveur-là. On s'est dit que les jeunes étaient capables d'en prendre. Puis, c'est ça. Mais après ça, on a fait des choix. Donc, tel ou tel raconteur valait peut-être pas la peine d'être mis en scène pour notre pièce à nous dans le contexte actuel de 2026, parce que on s'entend que c'est pas la même réalité aujourd'hui qu'en 1950, 1960 et tout. On s'est demandé longtemps aussi comment aborder l'absence des femmes parce qu'on trouvait ça assez peu actuel. Donc, que ce soit tant des hommes sur scène et tout. Puis on s'est dit, on va l'aborder par son absence, parce que c'était vraiment ça. Elle était absente, puis ça manquait beaucoup aux hommes, et pas juste là, physiquement, mais je veux dire, il y avait quelque chose de la présence féminine qui était très manquante. Et ça, c'est vraiment dans la pièce, on l'a inséré pour qu'on en tienne compte, puis que ça soit nommé, ça ne soit pas juste balayé par derrière. Donc, je suis très d'accord avec ce choix artistique-là, parce que vous auriez pu transformer un raconteur en femme ou tout tordre le fil, exact. Alors qu'en fait, c'est comme un élément du puzzle qui rend ça encore plus humain et profond. Je ne veux même pas imaginer ce qu'il devait vivre là-bas, moi, sans ma partenaire, en tout cas. Là, vous m'avez parlé de la pièce, ça me fascine, j'ai hâte de venir la voir. Ce qui me fascine encore plus, c'est vous, en tant qu'artiste, metteuse en scène et tout ça. Vous êtes quand même, ça fait longtemps que vous faites ça, puis vous êtes quand même un pilier dans le domaine. J'aurais plein de questions, mais la première qui me vient en tête, c'est quelle partie de votre métier vous émeut le plus? Est-ce que vous aimez jouer le plus? Est-ce que vous aimez composer la scène, l'idée d'origine, regarder les réactions du public, recevoir l'émotion du public? Qu'est-ce qui vous touche le plus dans tout ça? Je pense que les moments où je me laisse le plus toucher, où je suis le plus vraiment, vraiment, vraiment à fond dans l'émotion, c'est quand je manipule les marionnettes. Quand je suis vraiment concentrée sur le mouvement, que je suis... que toute mon énergie, mon focus est sur les marionnettes et qu'on manipule à plusieurs, puis on se laisse surprendre un peu dans cette espèce de chorégraphie à 2 à 3 marionnettistes sur une même marionnette, qu'on se laisse surprendre à y croire nous aussi à certains moments, que ça devient comme juste vivant, puis c'est comme on peut rien y faire. Je pense que quand tout le focus est dirigé vers une seule et même chose, vers un seul et même objet, c'est là que ça prend forme, ça prend vie, puis ça me touche à chaque fois. Puis c'est sûr que quand on a le public qui est avec nous,
puis qu'on reçoit ça, on l'entend dans la foule, la réaction, on l'entend, la suspension dans l'air, on le ressent, ça, ce que le public ressent avec nous à ce moment-là, ben, c'est là que c'est le plus magique, là. C'est ce que je préfère. Ben, je vous admire parce que ça, ce flow-là, quasiment on pourrait dire ça, une transe. Cette transe-là, moi, j'arrive à l'atteindre peut-être quand je joue de la guitare ou quand je cuisine. Bon, chacun y atteint, il touche de différentes manières, mais je vous admire parce que les marionnettes, je suis nul. On m'a déjà tendu une marionnette avec le X en haut, là, assez la plus basique de toutes les basiques, et je pourrais pas faire bouger ça, même si ma vie en dépendait. Alors vous, d'atteindre cette transe, ce flux-là, dans quelque chose qui est une discipline aussi technique, parce que ça prend beaucoup de pratique, j'imagine, beaucoup d'essais-erreurs. Là, vous dites que vous êtes 3 personnes parfois sur une seule marionnette? Exactement, oui. Donc, nous, dans le fond, on utilise des marionnettes de type bunraku, qu'on dit. Donc, c'est des marionnettes sur table qui ont des tiges, des poignées derrière la tête, les mains, les pieds, pas toujours, mais le bassin. Donc, ça fait que, vu que c'est des corps entiers, je vais peut-être aller vous en chercher une juste pour mieux vous l'expliquer. Oui, faites-nous découvrir ça absolument avec plaisir. Donc, comme on est plusieurs, dans le fond, toutes les parties du corps sont sollicitées quand la marionnette bouge, ben il faut être plusieurs personnes pour arriver à bouger tout le corps en même temps. Donc, par exemple, si on veut arriver à faire une marche, je vais vous mettre un petit peu plus loin ici, ben tu sais, évidemment, si on est 3 marionnettistes, ben il y a des chances que ce soit beaucoup plus réaliste. Voilà. Donc, c'est pour ça que des fois, on va aller chercher 2, 3 personnes sur une même marionnette, juste pour la rendre un petit peu plus vivante, puis voilà. Juste là, vos petites manipulations que c'était déjà, on voit votre expérience, la manière qu'il s'est essuyé, c'était très... Vous êtes excellente, c'est incroyable. Oh mon Dieu, sa face. Est-ce que vous créez des marionnettes aussi, ou ça, c'est un métier à part en entière, j'imagine, de les fabriquer? Ben, j'en ai déjà fabriqué beaucoup par le passé. Après, je me suis un petit peu plus concentrée sur la manipulation, la mise en scène, le travail d'écriture et tout. Donc, maintenant, j'en fabrique plus. C'est pas moi qui ai fabriqué ces superbes marionnettes ici. C'est une artiste qui s'appelle Sophie Deslauriers, qui, elle, se spécialise vraiment dans la fabrication. Donc, elle aussi, elle fait un peu de mise en scène, elle joue aussi, mais son focus principal, c'est la fabrication, la conception de marionnettes. Et donc, elle avait accès à toute la série de bandes dessinées, comme je disais, et puis elle les connaissait déjà même avant qu'on travaille sur le projet. Donc, c'est comme si la charte de personnages était toute déjà faite, là. Donc, les personnages avaient déjà une bouille, avaient déjà un air, une posture et tout. Donc, elle a vraiment respecté la BD au niveau de tout le design des personnages. Puis, mais après, il fallait mettre ça en 3D. Donc, c'est le fun parce que dans la BD, ben, des fois, on le voyait d'un côté, de l'autre côté, par derrière. Fait que ça donnait beaucoup d'indices, mais ça reste que de le sculpter comme ça dans de la mousse. C'est tout fait en mousse, dans le fond, de la mousse sculptée. Donc, tout est très flexible. Voilà. Donc, c'était tout un défi quand même. Et on a eu la chance de rencontrer le BDiste qui a vu tous ces personnages en 3D, qui était vraiment touché. C'était vraiment spécial pour lui de voir ça. Puis, il y a un personnage dans la pièce qui s'appelle Pedersen, qui, lui, n'est pas dans les bandes dessinées parce que les BD ont adapté seulement les 14 premiers raconteurs de Jon Ril, mais Jon Ril en a écrit 88. Alors, vu que Pedersen arrive plus tard dans les histoires, il n'existait pas dans les BD. Alors, lui, il a fallu le fabriquer de toutes pièces. Je vais aller vous le chercher pour vous le montrer. Avec plaisir. Alors, ça, c'est le petit Pedersen que Sophie a dû imaginer de toutes pièces. Donc, lui, il se fait un petit peu intimider au départ quand il arrive comme ça dans la gang. Il n'a pas beaucoup confiance en lui, mais éventuellement, il va devenir vraiment un chasseur redoutable puis très respecté par ses collègues. Mais là, vous dites, on voit dans son expression faciale qui est quand même, c'est pas un dur à cuire. Et là, si vous dites qu'il va se faire respecter et devenir un grand chasseur, est-ce que vous changez de marionnette ou simplement la performance peut modifier notre perception? La performance, puis la posture aussi. C'est sûr que si je le tiens comme ça, avec les petites épaules rentrées, puis après ça, ben, je lui donne un petit peu plus de prestance, ben déjà,
on sent qu'il a comme un peu plus évolué. On lui rajoute un espèce de chapeau de poil, puis une cape, puis en tout cas, tu sais. Mais non, c'est vraiment plus dans l'interprétation qu'on sent le petit Pedersen qui devient le grand Pedersen. Wow, j'adore. Il n'y a rien de mieux qu'un personnage avec une belle grande arc narrative qui passe ouais. le voyage du héros, là. Fantastique. Mm-hmm. Et là, la pièce, vous m'avez dit tantôt, il y a bruitage, il y a des marionnettes. Est-ce qu'il y a aussi des humains? Et donc, la logistique de tout ça, ça doit être quand même un enfer. Ça a été quoi le plus grand challenge en mettant en scène cette pièce? Nous, on a choisi de travailler, nous, comme collectif, on se spécialise vraiment justement dans les spectacles qui allient la marionnette et le bruitage, la musique en direct. C'est vraiment ça notre ADN, notre signature. Donc, pour nous, c'est très, très important de travailler en création dès le début avec le concepteur musical sonore, avec nous dans la pièce, parce que on appelle ça un peu comme des jams, là, quand on travaille ensemble, un peu comme des jams de musique. Donc, le musicien essaie des choses, nous, on essaie des choses de notre côté, puis tout ça s'imbrique un dans l'autre et s'influence l'un l'autre. Donc, c'est vraiment des vases communicants. On ne veut pas faire des scènes, monter des scènes et tout, puis après ça, plaquer de la musique là-dessus. Pour nous, c'est pas ça du tout le travail. On essaie de sentir un peu c'est quoi l'énergie de la scène, autant au niveau de la musique, au niveau de l'interprétation et des personnages, puis c'est ça. Les deux s'influencent. Puis tout le travail de bruitage aussi, ce qui est quand même assez particulier parce que c'est beaucoup utilisé au cinéma, mais c'est pas tant utilisé au théâtre. Donc, les petits pas dans la neige, le feu qui crépite, la porte qui couine, tout ça, c'est des éléments qui vont vraiment rendre la scène beaucoup plus vivante. Tellement que quand nous, on répète et que le musicien n'est pas présent, c'est vraiment difficile. Là. On sent qu'il y a comme toute une dimension qui manque et tout. Là. Oui, nous, on coordonne nos mouvements et tout. On a notre petite poutine de notre côté. Mais ça reste que la musique joue un grand rôle. Donc, c'est comme ça qu'on travaille. On essaie d'être tout le monde le plus possible présent dans la pièce quand on est en création. Ouais. C'est une des premières règles au cinéma. Beaucoup de gens, directeurs photo, caméramans et cinématographes, s'attardent beaucoup à l'image. Mais de beau avoir la meilleure image du monde, si ton son il est mauvais ou il est absent, là, je suis plus du tout dans l'histoire. Et c'est fou parce que le bruitage, vous avez parlé de pieds dans la neige. Les gens, ils savent peut-être pas, mais ça va être un sac de riz avec des petites cuillères, puis c'est jamais le son, il vient jamais de ce que tu penses qu'il vient, tu sais. Exact. Puis là, je regrette un peu, j'ai pas demandé à mon éclairagiste de mettre un peu d'éclairage. Ah, Miguel, est-ce que je peux te demander de mettre de l'éclairage sur le son? Mais sinon, je vais vous le montrer comme ça ici. En fait, c'est qu'il y a comme une station pour le musicien. Excusez, j'ai de la misère. Voilà. Donc, je ne sais pas si on peut voir un tout petit peu, mais il y a comme sa station avec une boîte à musique, des petits accessoires ici qui gigotent comme ça, des petits pas sur le plancher, les coups de fusil, les cymbales et tout, quelques instruments, une petite bassine d'eau ici dans laquelle il va venir faire ses... Vraiment toute une station adaptée avec quelques instruments au travers, des guitares, mélodica et tout. Mais c'est vraiment une station qui est adaptée aux bruiteurs pour faire tous ces effets fantastique. Sonores, dans la note. Merci pour la visite de l'atelier de son. Maintenant, montrez-moi l'atelier visuel. Vous m'en avez montré un peu tantôt avant l'enregistrement, mais... Oui, exact. Donc, les marionnettes, les accessoires et tout. Donc, nous, dans le fond, on a choisi de garder vraiment à la vue des spectateurs tout le bordel en arrière. Donc, on vient se servir là-dedans des accessoires dont on a besoin, les marionnettes dont on a besoin. On fait des allers-retours comme ça entre la scène et les tables ici où est-ce qu'on installe tous nos accessoires. Donc, vous pouvez voir des tout petites maisons. Je peux même allumer une petite lumière à l'intérieur pour donner l'impression qu'il y a un feu dans la maison. Voilà. Je ne sais pas si on voit bien. On a des animaux. On a toutes sortes de petits accessoires. On a la grande version de la même maison. Poup, poup. Voilà. On a ici des petits personnages en chien de traîneau.
Voilà, un traîneau à chien. Encore d'autres personnages. Puis, on a des personnages qui sont plus grands, on a toutes sortes d'échelles. Dans le fond, on joue beaucoup avec les échelles. Donc, ici, on a un ours qui était tellement grand qu'on ne pouvait pas le faire au complet. Fait qu'on s'est dit, on va faire juste sa tête. Mais déjà, avec sa tête, on va donner l'impression de l'ours menaçant qui s'en vient du côté des marionnettes. Excellent. Même chose des humains, on a des tailles un petit peu plus grandes. Puis ici, c'est nos personnages principaux, dans le fond. Fait que on a ici Fjordur. Ouais, lui, c'est un dur à cuire. Ouais. Björken, qui est le plus âgé, le plus... Oh mon Dieu, il est âgé sur un temps, ouais. Oui, notre vieux punk. Ici, on a Anton, qui est l'alter ego de l'auteur. Dans le fond, lui, il s'est un peu identifié à ce personnage-là en écrivant ses histoires. On a Ludwig, que je vous ai montré tout à l'heure. Un petit chialeux. Ouais, le grincheux qui boit trop, peut-être. Ouais. Puis ici, on a Muso, qui a de la difficulté à voir parce qu'il a perdu ses lunettes. Donc, voilà, c'est les petits yeux plissés. Et Mads Madsen. Oh, wow. Voilà. Notre belle bande de bonhommes. Et Pedersen, que vous avez vu tout à l'heure. Donc, voilà, on travaille comme ça avec les objets. On fait des allers-retours entre la table ici et la scène. On va chercher des assiettes, des accessoires, une petite bougie. On a aussi des accessoires qui s'illuminent, comme ça ici. Donc, ça donne un petit effet aussi dans les scènes. Voilà. Incroyable. On voit la texture, puis ça stimule déjà l'imagination. C'est fantastique. Dernière question. Est-ce qu'il y a un moment dans le spectacle qui vous fait vibrer chaque fois que vous le voyez? C'est quoi votre moment préféré? Si vous en avez un, bien sûr. Je pense que presque toute l'équipe a la même réponse pour cette question-là. Il y a une scène qu'on fait qui est vraiment très rigolote, qui est vraiment dans l'humour puis dans la rythmique et tout, où on est dans un décor paisible, magnifique, enchanteur. Et là, les petits animaux sont heureux, ils chantent, ils sautent, ils sont amis les uns avec les autres. Donc, tout va bien. C'est comme un peu un univers merveilleux. Et là, tout à coup, on a Pedersen qui entre et qui, lui, n'a pas le choix de devoir chasser pour pouvoir survivre parce qu'il est tout seul sur la plaine. Donc, c'est une scène qui fait rire à chaque fois. Donc, on aime bien cette espèce d'échange avec le public où est-ce qu'on est vraiment en complicité. Nous, les comédiens, comme tu disais tout à l'heure aussi, on est là, on est présent, on n'est pas caché. Donc, on a un commentaire derrière l'œil, on fait des petits clins d'œil au public, on donne notre opinion sur ce qui se passe. Donc, c'est ces moments-là, ces scènes-là où est-ce qu'on est vraiment en complicité avec le public, on adore ça. C'est vraiment jouissif. Mais là, vous me contez la scène. Moi, je détecte vous dites qu'il y a de l'humour, mais une certaine, pas une légère tragédie derrière parce qu'il doit tuer contre son gré, quoi. Ouais, faut le voir. Faut vraiment venir voir parce que on est un peu dans la caricature, je dirais. Donc, c'est une scène qui est assez cartoonesque, BDesque, si je peux dire. Donc, oui, il va y avoir des morts. Effectivement. Wow. Effectivement. Faut pas avoir peur des coups de fusil dans ce spectacle-là parce qu'il n'y en a pas juste un, malheureusement. Si jamais vous... Mais oui, sinon, il y a des scènes où on est vraiment dans la manipulation, où est-ce qu'il y a un personnage qui est en dessous de l'eau et tout, on est trois sur le même personnage. C'est magnifique. C'est toujours agréable à faire, ces scènes-là, où est-ce qu'on est vraiment dans la finesse de la manipulation. Voilà, il y a vraiment... Oui, c'est ça. Chaque scène a son petit bonbon pour nous. Si jamais vous décidez de mettre fin à votre carrière de metteuse en scène, marionnettiste et tout ça, je vous suggère d'aller en marketing parce que vous êtes une excellente vendeuse. Vous me donnez envie d'acheter tous les billets. D'ailleurs, parlant de vendre, pluguez donc date où on peut se procurer les billets sur le site du Théâtre du Big, j'imagine? J'imagine bien, oui, en fait, oui. Et aussi, vous pouvez aller sur notre page web qui va vous mettre le lien direct pour la billetterie. Donc, notre page web, c'est annelalancette.com/laruée vers l'or.
Alors, tout d'un mot, voilà. Et là-dessus, vous allez avoir toutes nos dates de spectacle. Et sur chacune des dates de spectacle, si vous cliquez, vous allez avoir un accès direct à la billetterie. Et pour le Théâtre du Bic, bien, on va être là le 7 février prochain à 16 heures. Donc, c'est une seule représentation. Il faut courir vite parce que je sais pas, je pense que les billets, ça va vieille, là. Donc, il faut pas trop attendre pour acheter vos billets. Ça va partir vite, oui. Magnifique. Merci pour votre temps, Madame Lalancette. En fait, Anne, je peux tutoyer. Un grand plaisir. Oui. Vraiment, j'aurais discuté au moins 3 heures de plus. Je suis vraiment fasciné. Mais je suis à l'intérieur d'un cadre strict. Donc, je te dis merci pour ton temps. Vraiment apprécié. Bonne continuation. Et merci pour ce que tu fais, d'illuminer le cœur, les consciences des gens. On a assez de Netflix, on a assez de YouTube et on n'a pas assez d'art comme ça. C'est un art très vrai, très... comment dire? En tout cas, merci pour ce que tu fais et ce que tu offres aux gens. Merci beaucoup. Merci pour l'entrevue. Merci. Salut!